Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show spécial guest. Une petite parenthèse pour quand même vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner, à commenter. On voit que on enchaîne pas mal de vidéos et que ça vous plaît. La qualité des invités aussi, elle monte, comme on dit. Chez nous, c'est qualité avant quantité. Donc merci à tous et Mika. Merci et un honneur de recevoir un sudiste à Paris. Et merci à toi, Axel, d'avoir pris le temps de venir. Plaisir partagé. Mika, comme tu le fais si bien, je te laisse introduire notre invité Axel Sola. Axel Sola, alors après, il va être gêné, mais l'un pour moi, des plus gros futurs potentiels français MMA. Une grosse carrière amateur, on va pas revenir dessus parce que maintenant, il est passé professionnel et je pense que c'est plus ce qui nous intéresse, mais c'est quelqu'un qui a été champion d'Europe, si je dis pas, vice aussi champion du monde à 2 reprises. Et qui a fait une carrière professionnelle presque parfaite. Je crois que c'est 4-0 au Brave, 3 victoires aussi au Ares et 1 draw face à Daguerre-Imavov. 5-0 au Brave. Donc c'est un 8-0 en carrière avec un draw contre Daguerre-Imavov. Certainement, on y reviendra en fin d'année pour classer les combats de l'année. Mais pour moi, c'est le combat de l'année 2024 qu'il ne fallait pas louper. C'était bien le combat Daguerre contre Axel Sola. Maintenant, il y a un potentiel quand même en fin d'année qui viendra. C'est ce fameux Saladin Parnasse contre Varela qui pourrait, selon moi, peut-être détrôner ce combat. Mais voilà, Axel Sola, chaque sortie, c'est beau. On l'avait vu l'année dernière contre Yunusov, c'était un beau combat. Tu nous offres des belles performances, t'es complet. Et voilà, je réitère, je pense que c'est l'un des futurs grands champions français du MMA français, des plus grands espoirs. Ça fait un petit moment qu'on en parlait, je crois que c'était dans le début d'émission 2022, lorsque tu faisais tes combats au Brave. On avait déjà l'œil sur toi. Et comme Mickaël l'a dit, tu as l'une des plus grosses carrières en amateur chez les Français. Aujourd'hui, le nombre de combats que j'ai en amateur, c'est normal. Dans le roster français, d'avoir 20-30 combats amateurs, il n'y a rien de plus normal. Mais à l'époque où je les ai faits, par contre, j'étais clairement avant-gardiste. Ouais, c'est ça en fait. Les gens je pense que tu as ouvert une voie, toi et Manon, parce que vous deux, vous avez fait les IMAF. Manon, elle s'est fait connaître sur ça. Et je pense que vous avez ouvert la voie à beaucoup de combattants français qui ne savaient pas trop comment faire. Et vous avez montré une certaine voie, du moins une certaine gestion entre guillemets de carrière. Après, à la différence de Manon et toi et de ce que je peux voir aujourd'hui en amateur, c'est que sur la conversion pro, moi je me souviens avoir commenté un combat de toi et c'est là vraiment que j'ai découvert qui tu étais. Tu combattais au Brave, un Polonais, je crois, qui avait 6-1 ou 7-1 et qui était très solide. C'était ton 3e combat, je crois, deuxième combat au Brave. Ouais. Et quand je t'ai vu combattre, j'ai dit attends, le gars il arrive, c'est son 2e combat pro, il prend un mec super expérimenté au Brave dans une orga réputée. Et c'est là que j'ai commencé à suivre un peu qui tu étais, ce que tu avais fait, etc. Et ça m'a impressionné. Et aujourd'hui, moi, de ce que je vois sur les jeunes qui s'inspirent, j'imagine, un peu de ton parcours, il y a quand même un temps de construction quand ils arrivent en pro qui est beaucoup plus lent que toi ou Manon qui avait mis les pieds directement dans des grosses orgas. En termes de temps de construction, je pense que c'est aussi très long pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. C'est-à-dire que ça m'a pris 4 ans maintenant pour faire 9 combats professionnels. Et donc, je suis passé professionnel, j'avais 23 ans. Et donc après, il faut vraiment calculer son coût parce que monter un score, ça prend du temps et il faut le monter pour pouvoir accéder à des organisations majeures. Et le parcours amateur n'est pas forcément le must-do pour pouvoir après bien se développer en tant que combattant dans le monde professionnel. Et on a des exemples dans le MMA français. Il y a Patrick Arbirora, Baki, qui sont même Ramzan, Jembiev, qui sont des jeunes combattants qui n'ont pas forcément... Alors, Patrick, oui, il a une grande expérience amateur, mais Baki et Ramzan, par exemple, c'est des combattants qui sont passés assez tôt professionnels et qui, aujourd'hui, sont dans des organisations majeures de MMA et performent. Donc, le parcours amateur n'est pas nécessaire, mais en tout cas, il l'était pour moi. À l'époque où je l'ai fait, je ne savais pas trop si je voulais vraiment aller à fond dans les MMA ou pas. Je faisais des études à côté et je ne pouvais pas vraiment avoir une approche totalement professionnalisante vis-à-vis de ce sport. Et en plus, j'avais beaucoup apprécié les expériences que j'avais eues en amateur. Donc, effectivement, c'est le parcours que j'ai emprunté. Mais il y a des pour et des contre à ça. Effectivement, j'ai rencontré plein de situations dans ce parcours amateur de combat. J'ai été en difficulté dans différents schémas tactiques. J'ai pu perdre aussi et j'ai appris de ces défaites.
Donc, ce qui m'a permis, une fois en professionnel, d'avoir un maximum d'outils à ma disposition pour faire face aux épreuves qui me seront confrontées. Mais par contre, le prix à payer, c'est le temps passé en amateur où tu n'es pas rémunéré, ou en plus, à l'époque où je combattais en amateur, j'existais pas vraiment sur la scène du MMA français, ou très peu. C'était pas relié comme ça l'est maintenant, et d'ailleurs la Fédération française de MMA est, je pense, le responsable du développement du MMA amateur en France. Si maintenant on a beaucoup de jeunes justement qui font beaucoup de combats amateurs, c'est parce que la fédération a rendu ça accessible, disponible, et qu'on a aussi des acteurs privés qui mettent la lumière sur ce monde-là. Donc je pense que c'est avant tout grâce à eux que nous avons aujourd'hui ce beau visier de jeunes combattants qui arrivent. Le monde amateur, il tourne autour de deux univers, donc l'univers fédéral, donc tout ce qui est IMAF, etc., etc. Et il y a aussi maintenant, on le voit, des organisations privées, tout simplement, comme l'AEF, comme le PEF, qui mettent en lumière l'amateur. Et c'est vrai que ça permet même aux amateurs, du coup, d'avoir des revenus. Et c'est ce que toi, tu n'as pas connu dans ta carrière en tant qu'amateur, mais maintenant, les amateurs pourraient carrément vivre, limite. Certains sont mieux payés que moi. Bah ouais, non, mais c'est la plus grosse problématique. Et je rebondis là-dessus. On va recevoir AKB Lionel Brézéfin, le président de la fédération FMMF. La fédération, ouais, et qui nous parlera un peu de tout ce qu'il a accompli et de tout ce qu'il compte accomplir. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Une petite question, Axel, quand tu compares aujourd'hui le niveau des amateurs, parce qu'on sait qu'à ton époque, il y avait les nations comme la Russie et tout. Aujourd'hui, ces nations n'existent plus, en tout cas, ne participent plus aux IMAF. Tu penses que ça joue sur le niveau de la compétition ? Je me rends pas bien compte, parce que j'avoue que j'ai pas forcément pris le temps de regarder en détail toutes les nations qui combattaient. Mais en tout cas, moi, de mon expérience en amateur, la première année où j'ai fait les championnats du monde, il n'y avait pas l'équipe de Russie. Donc, il y avait l'équipe de Bahreïn qui comportait quelques Russes, mais c'était assez sporadique. Et l'année d'après, la nation russe était là, et effectivement, le niveau est monté d'un coup, parce qu'il y avait une grosse culture de lutte. Certains, en fait, ils faisaient que de la lutte, mais en fait, le format des combats amateurs de l'époque rendait la chose... c'était quand même compétitif pour eux, tu vois. Ils étaient quand même capables de gagner avec ce format-là, et... clairement, en tout cas, la nation russe, si demain elle revient à l'IMAF, ça va monter le niveau, ça c'est une certitude. Après, on a de nouvelles nations qui n'existaient pas non plus quand j'y étais, telles que le Tadjikistan, qui ont aussi une culture de la lutte. Donc après, c'est difficile pour moi de te dire si c'est plus ou moins élevé qu'à l'époque où j'y étais, mais ce qui est sûr, c'est que ça reste très compétitif. Et la connexion que tu as fait avec les pays de l'Est, parce que justement, on y reviendra après plus en détail, mais tu fais des training camps là-bas, c'est assez rare d'ailleurs pour des Français de s'exporter à l'Est dans ces régions-là. Tu les as fait où, ces connexions ? Alors, il y a eu deux chemins, à vrai dire. Donc, le premier, c'est un ami qui s'appelle Mehdi Dakaev. Ah bah ouais, je connais. Qui était venu habiter à Nice pendant 5 ans. Donc, il est arrivé, il avait 18 ans. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Pendant ces 5 années, on s'entraînait ensemble. Et un jour, il a dû rentrer au pays pour s'entraîner et combattre là-bas. Et donc j'avais cette connexion. Et effectivement, j'ai mis du temps avant d'aller le rejoindre en Tchétchénie. Donc, j'y suis allé que cette année. Le temps est passé, mais j'y suis quand même allé parce que les choses ont été plus simples pour moi, et ça s'est présenté, ça s'est fait au moment où ça devait se faire, et là clairement je compte y retourner. Donc ça, c'est le côté tchétchène. Et pour la partie Daghestan, c'est une fois que je suis passé professionnel, en fait, c'était en plein Covid où j'ai fait la transition amateur pro. Le prince de Bahreïn, Sheikh Khalid, celui qui avait accueilli les événements de MMA amateur à l'époque où j'y participais, m'a proposé de rejoindre son organisation, le Brave Combat Fédération, et de rejoindre son équipe. Le KHK, dont le coach était un Dagestanais qui s'appelle Eldar Eldarov. Et en fait, les combattants, beaucoup étaient Dagestanais, et certains, je les avais déjà affrontés, même en amateur. Et j'ai sauté sur l'opportunité parce que je savais que ça allait être bénéfique pour mon développement en tant qu'athlète. Et j'ai gardé contact, donc pareil, après il y a eu la guerre, ils ont arrêté d'aller à Bahreïn pour s'entraîner. Donc il y a une petite période à peu près de 1 an ou 2, donc j'ai fait mes 2-3 premiers combats pro, j'étais en connexion avec eux, ça s'est arrêté à partir de là. Et là, je me suis débrouillé pour faire le visa, et j'y suis allé parce que j'ai eu le temps d'y aller tout simplement. Et j'ai revu ces combattants que je connaissais, et qui sont toujours très très forts, ils sont même encore meilleurs qu'à l'époque où je m'étais entraîné avec eux, et voilà. Et tu as vu une grosse différence en termes de niveau dans tes camps justement au Daghestan ? Alors Daghestan, Tchétchénie, alors ce qu'il faut savoir déjà en Tchétchénie, c'est que c'est une très grosse structure, et qu'il y a un turnover de combattants, c'est-à-dire que ceux que tu vas voir à un moment donné, tu vas pas les revoir à un autre moment, parce que, en tout cas, j'ai l'impression, j'y suis allé que 2 semaines en Tchétchénie, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que en fait, quand ils ont pas de combat qui arrive, il y a vraiment des périodes off, tu vois, où tu vas pas trop voir les combattants, peut-être qu'ils vont être dans leur village ou dans d'autres clubs.
Il y a des périodes on, où le combat arrive et là, ils vont être plus ou moins nombreux. À la période où j'y étais, c'était plus des strikers, ceux de ma catégorie de poids. Les lourds étaient vraiment avaient l'air d'être des gros lutteurs, mais ceux de mon poids, c'était plutôt des strikers. Donc, c'était super intéressant de tourner avec eux parce que ils avaient leur manière de combattre, etc. Et là où j'étais au Daghestan, j'ai fait que 2 clubs. J'ai fait un club de MMA et j'étais dans un club de lutte. Dans le club de MMA, ils étaient vraiment très, très axés lutte, très, très axés sur des grosses positions au-dessus, en dessous, très difficile à contrôler. Et ouais, c'était super intéressant parce que chaque club, de manière générale, pas qu'au Daghestan ou en Tchétchénie, il a un peu sa direction artistique, si tu veux, avec des choses sur lesquelles vraiment il va être meilleur que d'autres. Et le fait de te confronter à de nouvelles personnes, à de nouveaux clubs, à de nouvelles manières de faire le MMA, ça te permet de confronter ta manière à toi de gérer ces phases tactiques où eux ils sont bons, tu vois. Et bien évidemment que y a des choses qui vont te sauter aux yeux, tu vois, des choses qui n'étaient pas évidentes pour toi et qui le sont pour eux. Et par la suite, quand tu rentres chez toi, parce qu'un mois, je suis resté un mois au Daghestan, c'est assez court pour vraiment changer ton jeu, c'est très forcément, une petite période de temps. Donc tu as de quoi travailler. Tu rentres chez toi, tu peux prendre tes partenaires, ok, donc ça, on me l'avait expliqué comme ça, on va le travailler comme ci, comme ça. Et donc ça donne des devoirs maison sur lesquels tu peux avancer en attendant le prochain camp. Et ça, je l'ai vécu aussi au Texas, parce que cette année, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Texas, dans les meilleurs clubs de grappling du monde. J'ai fait Danaher et ça, j'étais passé à côté. Oh, si j'avais vu tes stories. Et c'était la même chose. C'est-à-dire qu'en un mois, tu changes pas ton grappling. En tout cas, mais au moins, t'apprends. Donc, entraînement après entraînement, tu utilises toujours les mêmes choses en fait, qui reviennent, qui font que dans ces positions-là, ça marche pas. Et après, tu rentres chez toi, tu le bosses, quoi, tu vois. Alors après, si tu restes 6 mois ou des périodes plus longues dans ces endroits-là, c'est peut-être plus adapté pour vraiment t'imprégner du savoir-faire local. Mais voilà. Et du coup, c'est une méthode qui te convient et tu continueras comme ça, c'est-à-dire aller de temps en temps voir un peu ce qui se passe ailleurs et t'inspirer de l'ADN des clubs, des différents clubs, et continuer à travailler avec ta structure, donc le Boxing Squad, avec Aldric, et mettre en place tout ça dans ton jeu pour avoir un panel plus important. C'est ça, en fait, quand je prépare un combat, c'est plus facile pour moi d'être à Nice parce qu'on contrôle un maximum de paramètres, déjà pour la perte de poids, mais aussi pour les sparring, le volume d'entraînement, etc. Quand tu vas à l'étranger, tu n'as plus la main sur l'entraînement. C'est pas, tu arrives et tu dis comment ça va se passer. Tu vas pas voir le coach daghestani lui dire aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui j'ai mal à la cheville, aujourd'hui il faut qu'on ralentisse. Il va dire non. Tu vas t'entraîner avec tout le monde, tu vas faire comme tout le monde. C'est normal. Mais quand on prépare un combat, le but c'est d'arriver dans les meilleures conditions possibles pour le jour J. Et effectivement, comme vous en êtes sûrement rendu compte, il est très rare d'arriver au bout d'une prépa totalement nickel, sans blessure, sans rien, sans souci. Et donc, il est important de pouvoir gérer et ajuster l'entraînement en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer pendant le camp. C'est pour ça que je préfère les faire à Nice. De plus, pour travailler des choses très spécifiques, à Nice, c'est plus simple parce que j'ai des très bons partenaires à ma disposition, avec qui je m'entends bien et avec qui je dis ok, aujourd'hui, on va faire le single leg comme ça, mais ça, tu le fais pas, ça, tu le fais pas, ça, tu le fais pas, pour vraiment travailler quelque chose de spécifique. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, oui, l'idée pour moi, là, cette année, c'est autour des combats, être à Nice et en dehors des combats, essayer de voyager un maximum pour trouver de nouvelles pédagogies, de nouvelles manières d'apprendre et d'évoluer. Je pense que je vais retourner au Caucase. J'aimerais si j'y arrive, faire plusieurs mois au Caucase là, cette année. Peut-être pas d'affilée, mais y aller plusieurs fois. Parce qu'il y a tellement de niveaux concentrés dans une petite zone. En fait, quand j'y suis allé, je me suis rendu compte que la manière dont j'ai vécu, c'était pas la manière qu'il faudrait faire. Dans le sens où j'y suis allé, je me suis enfermé dans 2 clubs. Je tournais dans ces 2 clubs. Donc c'était super parce que tu avais des nouveaux sparring. Et puis ceux de mon poids qui étaient tout le temps là, ils étaient vraiment très forts. Mais en fait, il y a tellement de bons clubs. Le mieux, c'est d'y aller, d'essayer plein de clubs. Tu vois comment ça travaille. Là où ça ne travaille pas comme tu veux, tu n'y vas pas. Et là où ça travaille comme tu veux, après, tu as la carte. Tu te fais ton planning à toi de la semaine. Ok, lundi, mardi, je vais ici. Mercredi, jeudi, je vais là-bas. Et ainsi de suite. Et mis à part le Caucase, tu as d'autres clubs en vue à l'international? Donc là, j'ai fait une petite tournée aux États-Unis. Si après le prochain combat, j'ai pas de blessure et je suis apte à l'entraînement. Donc, Et ta cadence, justement... j'imagine, donc tu le dis, tu as 2 objectifs. J'imagine le premier, c'est de gagner tes combats pro. Et le deuxième, c'est d'aller t'entraîner pour continuer à évoluer sur ton panel global et général et voir un peu t'ouvrir à ce qui pourrait être proposé. Mais tu ambitionnes de faire combien de combats de MMA cette année? J'aimerais bien en faire 1 tous les 3 mois. Si j'y arrive. Donc ça ferait 3-4 dans rythme de combat. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 phases d'entraînement. La phase où il y a une préparation de combat et la phase où il n'y a pas de combat en approche.
Et l'entraînement dans ces deux phases est très différent. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, dans ma manière de le gérer, l'intensité, elle va être moins élevée quand j'ai pas de combat qui arrive, mais le volume va être plus élevé. Pourquoi ? Parce que, en fait, avoir ce plus gros volume, ça va me permettre d'intégrer plus de choses, d'automatiser plus de choses, d'avoir un temps de travail plus long. Donc, avoir cette répétition avec partenaire que je pourrais pas forcément prendre quand je prépare un combat, parce que l'intensité est haute et qu'il faut avoir de l'énergie pour les sparring et qu'il faut prendre le temps de récupérer aussi, car ça fait partie de l'entraînement. Et donc, dans cette phase de préparation de combat, on renforce ce qui est déjà acquis, mais on n'acquiert que peu de nouvelles choses. Et dans ces phases hors combat, c'est vraiment l'occasion d'étendre, d'augmenter son réservoir de marge de progression. Et donc, ça peut valoir le coup de parfois peut-être espacer le temps entre deux combats et pas tous les 3 mois, parce que tous les 3 mois, un combat tous les 3 mois, ça veut dire qu'en fait, j'ai réellement un mois et demi grand max où je peux me permettre d'avoir ce régime d'entraînement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un mois, c'est un peu court pour absorber vraiment beaucoup de choses. Donc, ça peut valoir le coup peut-être de mettre un petit coup d'accélérateur de 2-3 combats au début d'année et puis stopper, prendre le temps de vraiment changer le jeu. Et justement, maintenant que tu es à un certain niveau quand même au Ares, tu as affronté pour moi ce qui se fait le mieux en France. Aujourd'hui, chez les 70, je vois personne réellement pouvoir venir essayer de te déboulonner. Donc, tu vas avoir des adversaires de plus en plus forts, des étrangers notamment. Mais est-ce que tu penses que ce rythme, il est tenable ? En tout cas, c'est le rythme que j'aimerais avoir pour une première partie de l'année. Et bon, après, il y a ce qu'on veut et ce qui se passe réellement. Donc, parfois, il y a un décalage entre les deux. Et si je sens que c'est pas tenable, je ne tiendrai pas. Donc, si j'ai pas le temps de récupérer entre les combats, bien évidemment que je vais devoir allonger le rythme. Mais dans un monde idéal, j'aimerais être très actif parce que je crois vraiment que par le combat, on accélère sa progression, on accélère sa compréhension parce que les erreurs qu'on fait dans nos combats, eh bien, dans la hiérarchie des choses à améliorer, je pense que c'est les choses à améliorer en première parce que c'est elles qui ressortent et qui posent problème le jour J. Donc, je pense que aussi, d'ailleurs, pour l'évolution d'un combattant, c'est en étant très actif qu'on arrive à réellement avancer dans sa carrière. Enfin, moi, je le vois bien qu'à chaque fois que j'arrive à choper un sponsor, par exemple, c'est toujours après un combat. C'est souvent après un combat, c'est toujours cette période d'après-combat, notamment si la performance est à la hauteur, qu'on arrive à améliorer notre condition de combattant. Donc, effectivement, je veux combattre beaucoup, puis j'ai le temps pour ça. Je suis relativement jeune, mais le temps passe quand même. Donc, j'ai envie d'avancer et après, on verra comment tout ça s'articule avec les contraintes réelles de la vie. Et justement, désolé, Ibi, mais tu as fait 5 combats au Brave, qui est une grosse organisation. Le Brave, pour remettre dans le contexte, c'est certainement la plus grosse organisation du Moyen-Orient et selon moi, très grosse organisation mondiale quand même, de gros niveau. Tu as fait 5 combats là-bas, peu de gens te connaissaient et là, tu es devenu, selon moi, une star du RS. Vraiment, pour moi, je le ressens comme ça. Toi, Virgile et d'autres ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Vous en faites partie. D'ailleurs, il y a le frère Younousov aussi. Ouais, à chaque fois, je dis pas le prénom parce que je confonds les deux. Mais est-ce que justement ça, le fait de combattre en France, dans cette organisation, avec cette exposition, c'est des choses qui ont changé aussi dans ton approche martiale, c'est-à-dire que avant tu combattais et tu voulais gagner et tu performes, et est-ce que maintenant tu t'ouvres un peu plus à ce qui entoure le sport, c'est-à-dire le côté business, sponsor, etc. Et est-ce que tu sens une grosse différence ? Niveau sponsor, ça a toujours été quelque chose dont on a besoin en tant que combattant, en fait. Même des amateurs, aujourd'hui, ont besoin de sponsors pour pouvoir aller combattre et représenter leur pays. Donc, ça, c'est une contrainte qu'on a dès le début dans le monde compétitif du MMA. Après, effectivement, j'ai senti une grosse différence entre le Brave et l'Ares. Au Brave, les salaires étaient meilleurs, mais il y avait une zéro exposition. C'est-à-dire que je combattais et je gagnais 30 followers, tu vois. Alors, c'est pas comme si j'avais un compte Insta ultra développé, mais néanmoins, j'ai une exposition à l'ARES qui, effectivement, m'a facilité l'accès à des sponsors et m'a facilité à trouver un équilibre qui me permet de vivre de mon sport dignement, tu vois. Donc, ouais, c'était le gros plus d'arriver à l'ARES et ça, on le doit à la légalisation du MMA un peu tardive. Peut-être, du coup, il y a une plus grande affluence pour ce sport, un plus grand intérêt du grand public pour ce sport. Et effectivement, l'ARES fait un boulot, en tout cas, moi, super. Après, j'ai expérimenté que deux organisations professionnelles, mais l'ARES, à ce niveau-là, est bien meilleur que le Brave. L'ARES est de toute manière en France l'organisation numéro 1. Ça, on le dit toujours en termes de manière de faire monter, de visibilité, de communication et de créer des stars. Mais attention, quand je dis de créer des stars, ils ne créent pas des stars si
Si vous êtes naze, vous êtes naze. C'est bien sur la base d'une grosse performance, mais par contre, il n'y a rien à dire. Si vous performez dans ORS, en général, vous vous êtes retrouvé de dingue derrière sur la communication, la visibilité, etc. Et la deuxième chose, tu as un des combattants peut-être qui s'exprime le mieux aujourd'hui en France, et surtout, je m'aperçois quand je te parle, et déjà dans tes interviews, que tu théorises beaucoup ce que tu fais, et que tu as beaucoup de recul sur ce que tu fais, au point même que dans le combat que tu avais fait contre Daguerre, tu as tout de suite été déçu. À aucun moment dans ce que je veux dire, dans le combat, tu as mis peut-être le doigt sur ce qui était positif, le fait d'être revenu de l'enfer, le fait d'avoir gagné 3 rounds consécutifs derrière un round qui a été très difficile. Et à aucun moment, tu as mis le doigt sur le positif. Tout de suite, tu étais directement dans l'analyse de ton combat. Limite, tu aurais pu faire le débrief. À la fin du 5x5, tu étais capable de débriefer ce qui s'est passé round par round, limite. Et tu as fait, voilà, tu n'étais pas content de toi, tu l'as dit. Et ma question, c'est, tu es tout le temps comme ça? Tu as tout le temps du recul sur ce que tu vis? Alors, il y a une partie du combat qui n'est pas très claire. Hein, après le combat, et qui n'a pas été très claire un peu après le combat non plus. Mais, non, mais j'essaye de comprendre. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de bien et de pas bien. Après, le côté perfectionniste m'a fait que effectivement j'étais déçu. Malgré le fait d'être revenu, j'étais déçu parce que moi, ce que je veux, c'est gagner, c'est pas faire égalité. Et puis, à vrai dire, même si les juges m'avaient donné la victoire, je le vis comme une défaite, ce combat. À cause du knockdown. En termes de dommages effectués, ok, peut-être je marque des points avec du contrôle, mais dans ce combat, c'est lui qui fait les plus gros dommages. Et en ce sens-là, j'ai du mal à considérer que j'ai gagné ce combat, tu vois, indépendamment de ce que pensent les juges. Mais pour revenir à ta question, après oui, je remets souvent en cause ma manière de faire, ma manière d'appréhender mon entraînement, et que ce soit sur des choses qui sont très spécifiques à l'activité ou des choses peut-être plus globales, tu vois, dans ma discipline de vie en général, ma hygiène de vie surtout, tu vois. Donc après, je pense que je tiens ça de ma mère parce qu'elle est comme ça, et ça a ses bons et ses mauvais côtés, mais les bons côtés, c'est que en tout cas, je cherche constamment à faire mieux que ce que je faisais hier, et on verra si c'est une stratégie qui paye, hein. Et sur ce premier round, lorsque tu te penses knockdown, est-ce que tu peux revenir sur la sensation que tu as eue et comment justement tu as fait pour aller derrière scorer Alors, c'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais ça m'arrive quelquefois d'être ivre-mort. Et on n'est pas loin de la même sensation. C'est-à-dire que tu es relativement conscient de ton existence sur cette planète, mais ton corps ne répond plus, tu vois. Et en fait, t'es vraiment désorienté. Et le truc, c'est que l'adversaire, il accélère. Et chaque petite frappe qui touche la tête, petite frappe, hein, pas besoin qu'elle soit forte, ça, en tout cas, moi, le feeling que j'avais, c'est que ça m'empêche de remonter, de retrouver vite mes sens, tu vois. Et donc, forcément, l'adversaire met du volume, il essaie de te garder dans le brouillard, tu vois. Et toi, l'objectif, c'est de réussir à faire passer le temps d'une manière à peu près décente pour que tu puisses retrouver les fonctions de ton système vestibulaire. Et c'est pas évident, c'est tout l'arbitre qui te met la pression, tu vois. D'ailleurs, à cause de l'arbitre, je me suis pris 2 coups de genou dans la gueule. Parce que là, je suis comme ça, je suis protégé, je suis bien. L'arbitre, il me dit, je vais t'arrêter. Donc, et donc, tu dois lui faire signe. Ouais. Bon, après, je trouve la solution pour mettre un arrêt à l'accélération. Et et après, en fait, une fois que tu as récupéré, là, tu peux relancer la machine. Mais il m'a fallu ce temps-là. Il m'a fallu un bon, 2 minutes, 2-3 minutes. Ouais. En plus, c'est dès le premier round. Derrière, tu sais que c'est des rounds de championnat. Donc, le round, il est scoré 18. Qu'est-ce que tu dis une fois que tu vas. Je suis pas là à compter les points, par contre. Non, forcément, non, je te parle de. En gros, lorsque c'est la fin du premier round, tu sais, à l'inter-round, qu'est-ce qu'ils disent ton camp à ce moment-là? Parce que c'est compliqué quand même, je pense. Je me rappelle plus ce qu'ils m'ont dit. Par contre, je me rappelle ce que je leur ai demandé. C'est pourquoi ça arrivait, en gros. Je leur ai demandé, mais comment? Parce que j'ai pas compris, en fait, ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai pris la patate? Et ils m'ont expliqué, mais j'ai pas compris. Et en fait, ça a été un problème pour moi parce que tout le reste du match, sur les phases de striking, je sais que la foudre est tombée. Je sais pas pourquoi elle est tombée. Parce que je sais pas pourquoi elle est tombée. Elle peut tomber à tout moment. Et c'est dommage parce qu'en fait, même quand j'y repense et quand je regarde le match, il y a certains moments dans le combat, en fait, j'aurais pu commencer à mettre la marche avant sur le striking, mais je le faisais pas parce que j'avais cette appréhension dans un coin de ma tête que tu vois, ça peut tomber sans que je le vois arriver, tu vois. Et bon, forcément, en regardant le match, je comprends pourquoi ça arrivait. Et je ferai plus la bêtise. Hein. Et est-ce que tu considères que c'est le combat le plus dur que tu as eu en carrière? En professionnel, oui, je pense que c'est le plus dur, et même en amateur, parce que y a eu ce knockdown, quoi. Donc revenir du knockdown, c'est physiquement et mentalement, c'est pas facile parce que même émotionnellement, tu vois, tu prends un coup et là, il faut retrouver la rage de combattre, tu vois, et le plus vite possible. Donc ça a été un vrai test, cet aspect-là. Et derrière, tu reviens au RS, tu refais une performance de fou. Et cette fois-ci,
en fait, pour moi, tu as pris le dessus dès le départ du combat. Et en fait, on a vu au fur et à mesure du combat, chaque minute qui passait, le niveau qui vous séparait et les dommages que tu lui infligeais. Je sais pas si tu l'as ressenti, ça. Pourtant, Mika, moi, contrairement à toi, j'ai ressenti justement de la difficulté au début. Je crois qu'il y avait du répondant de la part de... Il était très difficile, cet adversaire. Ouais, mais à chaque minute qui passait, justement... À un moment donné, il y a eu une différence, ouais. C'est ça que je te dis. Mais pour autant, même si tu regardes la première minute qui est très disputée, je la donne quand même à Axel, tu vois. Même cette première minute qui est très disputée, je te la donne à toi. Et effectivement, on est sur quelque chose de disputé. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est le rythme que tu as conservé. Et à chaque minute, je voyais le pauvre, il trouvait plus les solutions, il n'arrivait plus à timer, il était en retard. Et toi, est-ce que tu l'as ressenti comme ça dans le combat ? Comment t'es arrivé dans ce combat ? C'est ça. Ce qui était difficile avec cet adversaire, c'est qu'il contrait très vite et il contrait pas sur un coup. Il déroulait sur 2 à 4 coups. Et il avait des trajectoires qui étaient vraiment un peu bâtardes. Dans le sens où il faisait des rentrées très bizarres, où il rentrait par exemple avec un middle, mais il l'envoyait pas, il y a un crochet qui arrivait juste derrière, tu vois. C'était assez difficile à lire. Mais dès le début, je me suis rendu compte qu'il avait un problème avec la distance. Il a un problème avec la distance et la vitesse du jab, tout simplement. Donc, j'ai accepté de laisser du mou. J'ai du mou dans le sens où j'essayais pas de reprendre le dessus de suite. Par exemple, c'est la bêtise que j'ai fait avec Daguerre. C'est une phase où il met la pression et d'un coup, je reste en face pour reprendre le dessus et c'est là qu'il me tombe. Donc là, j'accepte de vraiment prendre mon temps d'installer mon jeu, d'installer mon jab. Donc là, c'était surtout le jab qui touchait. Je voyais pas que ça, mais c'était vraiment... Je me suis structuré là-dessus parce que je voyais, dès le début, j'ai vu qu'il avait du mal avec ça. Et en fait, il y a vraiment eu un moment à partir du 2e round. Donc là, je suis resté consistant et déjà, je sentais qu'il descendait dans l'énergie. Par exemple, dans ce match, dans ce combat, j'ai eu des phases où j'ai lutté, mais je luttais même pas pour faire tomber. Il y a des fois, je luttais pour casser le rythme. C'est-à-dire que sur la phase de boxe, la minute qui venait de passer, c'est lui qui avait le dessus. Je trouvais pas mes top départ. Lui, il avait les bons top départ. Et juste le fait d'accrocher, coller, ou qu'il y ait un échange. En plus, sur les échanges, je n'étais pas forcément gagnant. Mais c'est pas grave, parce que ça cassait le rythme. Ça cassait le rythme, et quand on repartait sur du striking, ça remettait les pendules à l'heure. Ça remettait les pendules à zéro. Ça remettait tout à zéro, et on recommençait le travail de lecture. Donc je mettais vraiment de la lutte au mieux pour casser sa lecture ou la dynamique installé, ou juste le fatiguer. Des fois, c'était juste accrocher, peser sur lui. Donc j'avais un petit avantage physique sur lui. Donc à la base, l'idée, c'était de plus lutter, mais je l'ai plus senti en striking, là, cet adversaire. Mais on va juste accrocher aussi pour... et j'entendais à son rythme respiratoire aussi que ça s'accélérait. Donc j'essaie de rester constant parce que moi, c'était un rythme que je pouvais tenir 10 rounds s'il le fallait. Et je sentais que lui, c'était pas quelque chose qu'il arriverait forcément à tenir longtemps. Et il y a eu un moment, lié à sa fatigue et des coups que j'ai placés, j'ai senti qu'il est descendu, mais juste d'une marche. Mais en fait, cette marche, du coup, je voyais tous ses coups. Et j'ai pris confiance. Je sentais qu'il fatiguait. Je sais pas, j'ai senti qu'il était moins là. Et là, j'ai pu commencer à mettre la marche avant. Et là, je l'ai tombé petit à petit. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire avec cet adversaire dès le début du match. Ouais. J'étais obligé de respecter, de gérer à distance parce que ça arrivait trop vite et avec des trajectoires imprévisibles. Et moi, je voulais revenir juste là, tu as pris quasiment la ceinture il y a 1 an jour pour jour. Hein, c'était face à Torpal. Entre-temps, là, on va dire, tu as 2 défenses de titre. Est-ce que tu t'attendais à signer à l'UFC entre-temps ? Parce que comme chaque année, on a l'UFC Paris qui arrive au mois de septembre. Et on sait qu'il y a souvent, en tout cas, des nouvelles signatures. Et ton nom, il était pas mal dans les discussions. Alors, il n'y avait pas que le mien, il y avait d'autres. Il y avait Amina Ayoub aussi, il me semble. Et même Virgile aussi. Virgile aussi. D'ailleurs, Virgile, je pensais que ça se ferait plus facilement. D'ailleurs, il me semble qu'il n'a pas été loin des Dana White Contenders, mais c'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je m'y attendais je crois que je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu un désistement ou qu'ils n'ont pas trouvé l'adversaire. Je suis pas sûr, il faudra lui demander. Mais est-ce que je m'y attendais ? Non, pas en soi. Je suis pas dans l'attente d'y aller. En fait, la course, c'est pas d'être à l'UFC, c'est de vite avoir un niveau hors norme, parce que si vraiment tu as un style de combat qui se démarque réellement des autres et que par tes performances, tu fais vraiment différence avec les autres, le reste, ça va venir, que ce soit l'UFC ou autre. Tu vas avoir la reconnaissance que tu mérites. Donc la course, pour moi, elle est là et je suis vraiment concentré là-dessus. Alors bien sûr que à n'importe quel moment, on me propose un contrat pour l'UFC, je signe parce que c'est la plus grande plateforme et c'est une des meilleures plateformes sur laquelle briller en tant que combattant. Et pour te développer, ça peut être un sacré boost dans ta carrière. Mais c'est pas à moi de choisir, en fait. C'est un jour, on m'appelle et on me propose. Et je sais que le roster des 70, c'est très compliqué parce qu'il y a 90-70 à l'UFC. C'est la catégorie où il y a le plus de combattants. C'est que j'ai cru comprendre que de manière générale, l'UFC, là, ils ont trop de combattants et ils ont besoin d'en expulser. Donc, je sais que ça va être difficile d'y rentrer, mais
c'est pas là que de toute façon est la course, comme je l'ai précédemment décrit. Donc, je me concentre sur ce qui dépend de moi, à savoir ma progression. Et par contre, là où ce qui m'intéresse de savoir, je suis entièrement d'accord. Enfin, même si on s'en fout d'être en accord, mais je comprends ta vision et je suis en accord avec. Mais est-ce que tu vises une organisation intermédiaire entre les deux ou ça sera Ares UFC? Ares UFC. Ouais, stop. Et même s'il y avait les facteurs, justement, en fait, je l'ai pas eu Ares UFC, parce qu'en fait, je suis pas à un stade de ma carrière où la différence de ce que je pourrais avoir en tant que rémunération dans une autre ligue que l'Ares changerait ma vie, tu vois. Et s'il y avait une proposition, justement, entre-temps, qui venait comme le PFL ou le KSW avec une prime conséquente? Non, j'ai pas eu de proposition à proprement dit, mais je pourrais facilement l'avoir si c'est ce que je voulais et que je désirais. J'ai mon chemin pour le PFL et le KSW, si c'est des organisations que je souhaite contacter, mais je m'attends pas à ce que d'un coup je tombe sur des salaires à 6 chiffres, tu vois, ou que vraiment je triple ou double ma mise actuelle. Donc ça changera pas ma vie, et aujourd'hui, la seule chose qui peut changer ma vie, c'est de devenir vraiment bon. Et puisque je suis à un stade où je pense pas que ça fasse une grosse différence, mais peut-être c'est une erreur de ma part, peut-être que c'est justement des choses vers lesquelles je devrais aller. Mais tu sais, quand je suis rentré dans les MMA et que je commençais à m'entraîner, que j'avais 15 ans, que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, que je regardais l'UFC, c'était l'UFC qui me faisait rêver. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je cherche pas trop à m'exporter dans une autre ligue que celle-ci. Et au ARS, est-ce qu'il y a des combats que tu aurais voulu faire? Est-ce que quand tu regardes le roster, tu dis purée, à ce combat, ça aurait été cool qu'on le fasse? Pas vraiment, c'est pas une approche que j'ai vis-à-vis de mes adversaires. Encore une fois, je suis vraiment concentré sur moi en fait. Mais tu regardes même pas le roster qui... Si, je regarde les ARS quand il y a des événements, je les regarde parce que forcément c'est la ligue dans laquelle je suis et je pense que c'est important de savoir ce qui se passe même dans d'autres catégories que la tienne. Mais non, après j'ai pas de compte à régler en particulier avec qui que ce soit. Donc, on parle pas de compte à régler, je parle vraiment sportivement. Oui, non, mais sportivement, après chacun a des choses à proposer en fait. Chaque combattant, il a son truc où il est bon, tu vois, que ce soit en striking, en lutte ou au sol. Donc chaque combattant, il va te proposer un problème bien particulier. Et donc, c'est pour ça que j'attends d'avoir un adversaire de prévu et de validé pour me concentrer sur quelqu'un. Parce que quand j'étais au Brave, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des combats annulés. Et commencer à décomposer quelqu'un pour qu'au final on me dise en fait non, c'est pas lui qu'il faut. Enfin, tu vois, ça me plaît pas trop. Et là, il y a un Ares qui va arriver à Nice. Tu seras dessus? On fait tout pour. J'ai commencé le camp et la diète. J'espère que je vais combattre dessus. Donc, il y a de fortes chances que je combatte dessus. Après, j'ai pas encore d'adversaire confirmé là, à l'heure actuelle, mais ça ne saurait tarder. Okay. On est quasiment sûr que tu seras sur la carte en tout cas. S'il y a un adversaire qui est. L'Ares, c'est clairement l'ambition de l'Ares que je sois sur la carte. Selon moi, mais il est parti du Ares, celui qui était éligible là, c'était Amin Ayoub. En tout cas, à Marseille, il effectue son dernier combat après. C'est pour ça il est plus sous contrat, ça c'est sûr. Mais j'ai du mal à voir en fait là. À 70, du coup, il y a qui? La dernière fois qu'on avait été au RS, mais je te parle de ça, c'était en 2024, début d'année 2024, il y avait Guiri, c'est celui qui a combattu. Il a combattu en tant que Virgile à 3 semaines. Il avait call out. 6-0. Ouais, il avait call out Axel Sola à ce moment-là, mais on était là. Là, il a 70 à 6-0. Là, il a gagné contre un Anglais. Contre Aris Marseille. Et sinon, il y a Riles qui vient de gagner contre. Riles qui m'a régalé contre Glo. Ouais. Alors après, le truc, c'est que c'était il n'y a pas longtemps, la dernière Ares. Donc, je ne sais pas si cette semaine, parce que c'est le temps qui sépare les deux. Marseille, là, je ne sais pas si ça leur conviendra. Après, peut-être que l'opportunité les motiveront. Mais ouais, c'est un peu la contrainte vis-à-vis de ces combattants. Je pense que les deux, ils sont prêts. Et puis il y a une période de fête. Il y a cette période-là. Et en plus, ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'il faut retourner. Ça veut dire Noël et Nouvel An à la diète. Mais bon, après, l'opportunité, c'est maintenant qu'elle est là. Donc, une opportunité, tu sais quand elle arrive, tu sais pas quand elle va se représenter. Donc, libre à toi de la saisir ou pas. C'est vrai. Et comment est-ce que tu te décrirais? Parce que justement, tout à l'heure, quand tu disais que chaque combattant, on va dire, a son propre style à proposer. Comment est-ce que tu te décrirais en tant que moi, j'ai mes facilités sur différents aspects. En lutte, il y a des takedowns que vraiment, j'ai confiance à 100% de les réussir quand je les fais. Bizarrement, je l'ai raté contre Daguerre. Mais en boxe, j'ai des zones où je suis un peu plus à l'aise que d'autres. Mais après, maintenant, j'ai l'impression que je commence vraiment à être plus en adaptation par rapport à mon adversaire que vraiment mon truc que j'impose, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont marcher contre certains combattants qui ne vont pas du tout marcher contre d'autres. Et je suis plus dans l'idée de trouver ce qui fonctionne le mieux face à tel partenaire adversaire. On est d'accord que tu as tes propres formes de corps. Tu sais, dans le sens où lorsque tu es au sol. Et tout le monde.
Ouais, non, mais en gros, je précise ça parce que j'ai vraiment l'impression que t'as un truc un petit peu particulier, tu sais, dans la flexibilité de tes mouvements. Quand je boxe? Quand tu es au sol, surtout aussi. Ah ouais. Dans ta manière de. Non, tu le ressens pas, ça? En boxe, je le ressens, mais j'ai ma manière de bouger. Je bouge beaucoup et j'ai fait du karaté quand j'étais petit. Ça m'est un peu resté, ce truc de gestion de la distance. Après, au sol, je sais pas. Ouais, tu le ressens pas. Je sais pas. Je pense que c'est moins flagrant en grappling qu'en boxe. C'est vraiment les choses qui te sont propres à toi dans le mouvement. Ouais, Mais je pense que tu as raison. On a tous notre manière de réfléchir, de faire et de bouger. Donc, Et moi, je vais revenir plus sur le boxing squad. Maintenant, on sait que souvent, on a l'image un peu parisienne, et c'est un défaut qu'on a les Parisiens, c'est que dès qu'on est en province, on considère petit club. C'est dans notre tête, hein, dans notre tête de Parisien, on dit ouais, c'est un petit club. Sauf qu'aujourd'hui, le petit club entre guillemets de boxing squad, c'est Manon Fiorot qui va faire le titre. C'est toi, ceinture du Ares. C'est Virgile Eugène, ceinture du Ares. C'est un Dakaev, même si maintenant il est en Russie, qui a une ceinture. Baris. C'est Ilyes Baris, ceinture hexagone. C'est Baris, Baris, ceinture hexagone. C'est Ilyes qui, 66 un vétéran kilos. Et qui a largement le niveau d'être champion dans n'importe quelle organisation du Ares, 66, qui est en tout cas top 66 français. C'est Nikita Lezukov du KOF qui va faire la ceinture contre Kai. Donc tu vois, en fait, encore une fois, ça prouve. Tous les autres qui montent. Oui, et puis voilà, après. On a des très bons amateurs. On a un petit groupe de 4 amateurs. On les appelle les 4 fantastiques. Ouais. Ils sont en train de monter. Théo, Orges, Kalim. Kalim aussi, et Thomas. En tout cas, il y a une grosse équipe. Tous, on le voit bien, quand vous allez dans une organisation en général, c'est pratiquement la ceinture assurée. Donc, on voit bien que c'est du haut niveau français, haut niveau mondial, parce que derrière, il y a Manon. Est-ce que déjà, tu peux dire le fait que Manon soit à l'UFC et proche ceinture, est-ce que vous avez senti une aura autour du club ? Est-ce qu'elle vous porte cette aura ? Est-ce que vous ressentez c'est clairement notre égérie. Hein. C'est celle qui est allée le plus loin. Elle fait partie des combattants français qui sont allés le plus loin de manière générale dans ce sport. Donc, bien sûr que c'est une inspiration pour nous tous. Mais il me semble même que ce qu'elle a fait à l'UFC, aucun combattant elle s'est baladée. Hein. C'est-à-dire qu'elle a fait un perfect à l'UFC. C'est baladé. Hein. Donc, je crois qu'aucun combattant français. En termes de dommage-prix, là, on est pas mal. Hein, sur dommage donné, dommage-prix. Ouais. Donc, le ratio est. Souvent, on parle du capital santé, on oublie un peu, mais elle est à 0, quoi. Elle améliore sa santé en étant à l'UFC. Ouais. Non, mais c'est incroyable, parce que Manon Fay, moi je la commente à chaque fois, c'est incroyable. C'est ce qu'on avait dit, nous, quand on avait fait Bercy. Elle affronte Rose Namajunas, et en fait, on se rend compte que le niveau et la qualité technique de ce qu'elle propose ne peut pas être apprécié par tout le monde, dans le sens où ça nécessite parfois une lecture technique. C'est tellement propre techniquement que si on n'a pas cette connaissance du sport, les gens pourraient ne pas comprendre ce qui se passe et ne pourraient pas apprécier. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Manon, c'est qu'elle propose un tel niveau technique et tactique dans son jeu de distance et de striking qui fait que le grand public, comme c'est pas spectaculaire, entre guillemets, il n'y a pas de coup de pied retourné, de sauter, trash talking et tout, ils accrochent pas forcément, mais c'est juste incroyable ce qu'elle produit. Et en plus, puis même, c'est la seule qui a su battre une légende de l'UFC. Parce que quand je regarde les 3 combats références, Cyril Gane contre John Jones, ou encore Benoît Saint-Denis contre Poirier, je mets Manon contre Rose dans la même catégorie. Et on aura bientôt Nassourdine contre Adesanya. C'est la seule qui a su en tout cas battre une des légendes des anciennes championnes de l'UFC. Donc ta question c'était, Mika ? Non, mais c'était ça, c'était de dire voilà l'aura. Ensuite, c'est de dire que Boxing Squad, quand même, nous on l'a dit, Aldric, pour moi cette année encore, c'est tout droit comme le coach qui a le plus performé moyenne grosse organisation. Et autour de ça, vous, comment vous le ressentez de l'intérieur, ou non, vous faites votre vie, vous continuez, et c'est juste que le club se structure un peu plus. Il y a clairement une dynamique de progression dans le club de manière générale, mais pas que les combattants, mais aussi de la structure. Là, on est en train de... une nouvelle structure Boxing Squad va ouvrir, ce qui va nous permettre de faire venir plus de gens, ce qui va pouvoir nous permettre aussi peut-être de faire de la recherche sur place, tu vois, donc d'apporter un côté encore plus scientifique et plus... et plus juste dans la préparation des athlètes. Donc oui, le club grossit et j'espère que ça va continuer et qu'on aura de plus en plus de combattants qui viendront nous faire confiance pour leur préparation et pour leur développement. Oui, il y a Ibi bientôt apparemment qui va venir
Ah bah, c'est avec plaisir. Hein. Plus là, on a une jeune recrue là en poids lourd, très très bon lutteur. Ouais. Moins de faire une petite confrontation judo-lutte là, pas mal. Écoute, avec plaisir. T'as des questions encore? Non, j'ai pas de questions. Je crois qu'on a fait le tour. Non, moi je vais juste quand même maintenant. Une dernière question qui sort du sport. Dis-nous s'il te plaît tes kiffs. Dis-nous que tu kiffes en dehors du MMA. Dis-nous que tu as des kiffs en dehors et un peu tes passions. J'aime beaucoup la musique. Après, je m'entraîne en musique, du coup, en piano, en guitare, mais surtout en piano. Donc, je prends des cours de piano avec quelqu'un qui a compris un équivalent de John Jones, mais en piano, tu vois, donc en termes de niveau technique. Et c'est super intéressant parce que ça me permet de faire des parallèles sur la pédagogie. C'est-à-dire que, pour rester sur l'exemple du piano, aujourd'hui, on sait, entre guillemets, ce qui est nécessaire de faire dans l'entraînement pour amener quelqu'un d'un niveau bas à très haut niveau. Et par cet exemple de la pédagogie du piano, ça m'inspire après pour comment l'appliquer pour le MMA, tu vois. Donc ouais, j'aime bien ça. Après, j'aime bien voyager. Et après, je t'avoue que le MMA, ça prend quand même une grande place dans ma vie. Mais ouais, j'ai des petits kiffs. Après, ouais, j'aime bien. Alors, il y a des choses que je peux pas y dire quand même. Ouais, Non, pas tu tout. peux tout dire ici. Faut que je garde une part de mystère, mais Ouais, Non, garde mais un peu une part c'est de quoi la mystère. première chose que tu penses à faire après un combat, lorsque tu vois que la prépa est terminée et que tu as une petite semaine de off devant toi? après un combat, je me transforme en aval de rue et je rattrape le temps perdu avec la nourriture. Hein, mais ça, c'est une des choses sur laquelle il faut que vraiment je sois carré l'année prochaine, surtout si je veux être actif. Pourtant, t'as jamais raté le poids. Non, j'ai jamais raté le poids, mais à chaque fois, c'est un processus de descendre. Et le truc, c'est que si je me tiens entre les combats, c'est facile. Je peux combattre souvent et Moi, ce qui m'avait sans trop de choqué, difficulté, mais il faut se tenir. comme je disais en off, en fait, quand on a combattu sur le 14 juin et que moi, j'arrive à 9h pour me peser, je crois que tu étais là avec Virgile depuis 6h du matin. Donc, tu étais en bas. Ouais, après, au lieu de tourner dans ton lit, moi je peux le comprendre. Hein, des fois. Donc, je te jure. Non, mais Je c'est suis là long, et donc je 3 regarde heures. la porte où va y avoir la pesée officielle non-stop. Quoi. À moins d'ouverture. Tu veux absolument passer en premier. Ouais, c'est pas l'histoire de passer en premier, c'est que voilà, c'est bon, il est 9h, je suis prêt, je me pèse et on passe à autre chose, tu vois, parce que c'est vraiment la partie la plus désagréable, alors j'ai pas envie de l'étendre. De toute façon, que j'attende les 30 dernières minutes pour perdre le dernier kilo ou que je le perds avant, Ouais. de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas vraiment là-dessus que ça a réellement une influence sur ta physiologie. C'est-à-dire que le corps tient très bien la déshydratation, mais il tient très mal le coup de chaud, d'où l'intérêt de vraiment espacer les différents moments de la perte de poids, tu vois. Donc le problème, il est pas là. Le problème, c'est quand tu fais trop d'un coup et que ton corps, il n'arrive plus à redescendre la température centrale. Et là, tu peux avoir des réelles complications. Donc en fait, à partir de là, de toute façon, je suis déshydraté. Donc Et une petite dernière question. Vu de que toute je vois façon, que j'ai soif et j'ai faim. t'es beaucoup, on va dire, dans la réflexion, comme il disait Mika, dans la théorie et tout, tu te vois coach, on va dire, après ta carrière de combattant? Ouais, grave. Enseigner de manière générale, hein, que ce soit en MMA ou en autre chose, je pense que c'est quelque chose qui me plairait d'avoir une partie de ma vie, en tout cas, où je la consacre à l'enseignement. Donc le MMA, c'est le plus probable, étant donné que c'est ce que je fais. Mais bon, après, j'ai aussi un parcours universitaire que j'ai pas forcément fini. Peut-être je l'ai fini, peut-être pas, peut-être je vais encore le pousser. Et donc ce serait aussi l'occasion de partager toute mon expérience du sport en tant que sportif, mais aussi après en tant que coach avec des jeunes qui veulent apprendre et qui veulent en faire leur vie. Ouais. C'est top. Ouais, tout ce qu'on peut te Pas d'autres souhaiter. questions. Merci à toi. Avec plaisir. Hâte Merci, de les te gars. revoir à Nice. J'espère qu'on y sera le 18 janvier. 18 janvier. On fera le déplacement. Et ben, force à toi. Et un Merci. plaisir d'avoir on te discuté et laisse échangé avec toi. On te laisse le dernier mot de la fin si tu as des partenaires à remercier, des sponsors. Et... Oui, j'ai pas mal de partenaires et de sponsors à remercier. Donc avant tout la ville de Nice, Yachting Concept, Food Corner, qui m'aide à présent, pas de- et le groupe Devo. Et après tous les autres sponsors secondaires entre guillemets, dans le sens où c'est un suivi qui est un peu moins intense que ceux que je viens d'énumérer, qui me permettent de vivre de mon métier et de me donner à fond dans mon objectif de devenir un très grand combattant. Donc merci à vous, merci à toute l'équipe du Boxing Squad et à bientôt. Merci à tous. Merci. Ciao les gars. Allez.